Lors d'un dîner de famille, je suis tombé par hasard sur ma belle-mère. Elle m'a giflé violemment devant mon père et a sifflé « Tu es comme ta mère ». Mon père est resté silencieux pendant que tout le monde regardait. J'ai quitté le dîner, mais quand ils sont rentrés chez eux, une surprise choquante les attendait. Je m'appelle Nora, j'ai 34 ans maintenant, mais j'avais 29 ans quand tout s'est passé. Je vis à Seattle, je travaille dans l'édition et j'essaie de rester autant que possible en dehors de l'orbite de ma famille. Jusqu'à cette nuit-là, je n'étais pas rentré chez moi depuis plus d'1 an. Ma relation avec mon père, Léon, était toujours polie en surface et gênante en dessous. Nous avons parlé pendant les vacances, peut-être un texte d'anniversaire ici et là. La vérité est que je ne lui ai jamais vraiment pardonné ce qui s'est passé après la mort de ma mère. Elle est décédée quand j'avais 16 ans d'un cancer de l'ovaire long, lent et cruel. Mon père était perdu après ça. Je comprends mieux maintenant qu'à l'époque, mais ce que je ne comprenais pas et que je ne parviens toujours pas à comprendre, c'est comment il a emménagé Cambria dans notre maison au cours de la même année. Cambria était son ancienne collègue, une consultante financière douce, calculée, toujours parfaitement habillée. Elle a repris la maison comme si elle l'avait planifiée depuis le début. Elle a commencé modestement, organisant la cuisine, repeignant les murs, réorganisant les meubles. Puis plus important, décider où je devrais aller à l'université, dans quelle matière je devrais me spécialiser, comment je devrais me présenter en tant que jeune femme. Au début, j'ai essayé de m'entendre avec elle, mais elle m'a fait comprendre que je ne faisais pas partie de son plan. Elle m'a traité de difficile, maussade, irrespectueux. Elle a dit que ma mère m'avait gâté. Quand j'ai riposté, elle a dit à mon père que j'avais besoin d'une thérapie et que j'avais tort de faire mon deuil. Il ne m'a jamais défendu, alors je suis parti. Je suis entré dans une université d'État avec une bonne bourse et j'ai emménagé dans un dortoir à 6 heures de route. Je suis resté occupé, j'ai construit ma vie et j'ai essayé de ne pas trop souvent regarder en arrière. Mais ce dîner, c'était censé être une fête d'anniversaire pour mon père, ses 60 ans, une étape importante. Je pensais que peut-être, juste peut-être, nous pourrions jouer à une famille heureuse pour une nuit. Le restaurant était l'un de ces endroits branchés du centre-ville, quelque part sur Burnside. Il servait des cocktails artisanaux et avait de la mousse décorative sur les murs. Notre groupe occupait la majeure partie de la salle à manger privée. L'air était chargé d'une politesse maladroite. Je me suis assis au bout de la table à côté de Marne. Marne est la fille de Cambria issue d'un précédent mariage. Elle a environ 5 ans de moins que moi et pendant la majeure partie de notre vie, nous nous sommes à peine tolérés. Nous avons été opposés les uns aux autres en grandissant, intentionnellement ou non. Marne était l'enfant en or, celle qui appelait Cambria « maman » et obtenait un dessert supplémentaire. J'étais la belle-fille rebelle qui refusait de s'aligner. Mais ce soir-là, Marne avait l'air différente, fatiguée, peut-être nerveuse. Elle m'a souri avec quelque chose qui ressemblait à de l'empathie. Nous étions à la moitié du dîner lorsque cela s'est produit. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Sur le chemin du retour, j'ai fait un léger écart pour éviter un serveur portant un lourd plateau. Ce faisant, j'ai accidentellement frôlé la chaise de Cambria. Pas dur, pas même assez pour lui faire renverser son vin, juste assez pour qu'elle le sente. Elle s'est retournée lentement, m'a regardé dans les yeux et m'a giflé. C'était rapide et bruyant, et le choc m'a figé sur place. Tout le monde à table se tourna. Le restaurant, qui était déjà plus calme, tomba dans un silence total. Puis, elle se pencha suffisamment bas pour que seuls quelques-uns à proximité puissent l'entendre et siffler « Tu es comme ta mère ». Je n'ai rien dit. Je viens de regarder mon père. Il regardait sa purée de pommes de terre comme si elle détenait les secrets de l'univers. J'ai attendu. Rien. Pas un mot. Pas un instant de reconnaissance que quelque chose de monumental venait de se produire devant toute sa famille et la moitié de Portland. Alors, je suis parti. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai même appelé personne. Je viens de rentrer à l'Airbnb que j'avais loué et je me suis assis sur le lit avec mon manteau. La ville bourdonnait dehors et je restais assis parfaitement immobile, regardant le sol. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas violemment, doucement, comme le dernier fil d'un vieux pull qui finit par lâcher. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Au début, j'écrivais pour me défouler, juste une entrée de journal. Mais plus je tapais, plus je réalisais combien de temps j'avalais des choses. Pas seulement la gifle, mais les années de silence, la façon dont mon père avait laissé Cambria réécrire l'histoire de notre famille,
la façon dont j'avais été poussé à croire que j'étais le problème. Alors, je l'ai posté. Pas sous mon nom, bien sûr. Je l'ai posté sur un subreddit que je suivais depuis des années, r/RZB narcissiste. J'ai utilisé de faux noms, j'ai tout décrit, la gifle, le dîner, les années qui l'ont précédé. Je pensais que peut-être quelques personnes le liraient, peut-être que quelqu'un commenterait, tu n'es pas fou. Au lieu de cela, il a explosé. Des milliers de votes positifs, des centaines de commentaires, des gens partageant leurs propres histoires, me disant qu'ils me croyaient, que je n'avais pas réagi de manière excessive, que mon silence pendant toutes ces années était un signe de survie. Ensuite, Marne m'a envoyé un message. C'était bref, Nora, j'ai lu ton message. Je sais que c'est toi et je crois tout. Pouvons-nous parler? Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un petit café près de Powell's Books. Je le redoutais, mais elle est arrivée sans maquillage, sans sweat à capuche et sans vernis Cambria. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi et elle parlait. Ce qu'elle a dit m'a surpris. Elle m'a dit qu'elle avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas, que Cambria était différente avec elle qu'avec les autres, qu'elle avait entendu des conversations, qu'elle se sentait isolée, contrôlée. Pour elle aussi, la gifle avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne savais pas ce qu'elle te faisait, dit-elle. Pas vraiment. Mais cette nuit-là, elle a montré à tout le monde qui elle était vraiment. Nous avons élaboré un plan. Ce n'était pas une vengeance, c'était la vérité. Quand ils rentrèrent du dîner, rassasiés et ivres, s'attendant à ce que la maison soit calme, j'étais déjà là. La Marne aussi, tout comme un dossier. À l'intérieur, tout était imprimé, des captures d'écran des textes de Cambria, des photos d'il y a des années, des choses que j'avais prises et conservées dans un vieux dossier Dropbox. De Cambria qui me coince dans notre cuisine, son doigt sur mon visage. Vieille lettre de ma mère, ses dernières pensées sur Cambria cachées dans une boîte à bijoux que j'avais trouvée après les funérailles. Document montrant comment elle a commencé à voir mon père avant le décès de ma mère. Tout était là. L'air dans le salon ce soir-là était statique. Je vais faire une pause ici pour l'instant. Mon père se tenait sur le pas de la porte, la clé toujours à la main, alors qu'il me regardait assis calmement sur le canapé. Ce dossier de preuve a été ouvert de l'autre côté de la table basse. Cambria entra juste derrière lui, au milieu d'une phrase, toujours prise dans le faux récit du dîner qu'elle lui avait offert dans la voiture. Lorsqu'elle nous vit, moi et Marne, debout juste à ma droite, elle s'arrêta net. Le silence qui remplissait la pièce n'était pas celui du restaurant. Celui-ci était lourd, suffocant, du genre qui se presse contre votre peau et rend vos pensées plus fortes que n'importe quel bruit. « Qu'est-ce que c'est » demanda lentement mon père en posant ses clés. L'expression de Cambria se durcit avant même qu'il n'atteigne la table basse. Elle le savait déjà. Elle l'a toujours su. C'était le problème avec Cambria. Elle n'a jamais été prise au dépourvu. Mais pour la première fois, j'ai vu quelque chose vaciller derrière son sang-froid, pas de panique, pas de regret, mais du calcul. Elle préparait déjà sa version de l'histoire. Marne fut la première à parler. Sa voix ne tremblait pas, mais elle n'était pas stable non plus. « Tu dois voir ce qu'il y a dans ce dossier, papa. » Il regarda tour à tour nous deux, puis les journaux. Lentement, il s'assit sur le canapé et prit la première page. C'était une impression du message Reddit. J'avais supprimé les noms d'utilisateurs et anonymisé les détails, mais tout était là. Chaque ligne, chaque citation, tout ce qui s'était passé ce soir-là au dîner et toutes les années qui l'avaient précédé, présenté clairement, sans drame, sans fioriture, juste la vérité. Pendant qu'il lisait, la couleur de son visage passait du rose au pâle, puis à quelque chose comme le gris. J'ai vu ses mains se serrer légèrement sur les bords des pages. Cambria se tenait là, les bras croisés, la tête penchée, comme si elle attendait la chute d'une mauvaise blague. « C'est absurde, dit-elle d'une voix aiguë. Vous êtes tous les deux ridicules. » Elle a toujours été comme ça, dramatique, vindicative, obsédée par le fait de me traîner dans la boue. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas obligé. Marne s'avança et tourna la page pour lui. Le suivant était une capture d'écran d'un texte que Cambria avait envoyé à Marne il y a 2 ans. Il disait « Votre sœur sera toujours un problème jusqu'à ce que votre père la voie enfin telle qu'elle est, une version ingrate de sa mère mourante. » Cambria tressaillit légèrement lorsqu'elle réalisa de quel texte il s'agissait. Cela a été sorti de son contexte, a-t-elle lancé. C'était une blague, une mauvaise plaisanterie. « Est-ce que j'ai l'air de rire » dit Marne.
Sa voix ne s'élevait pas, mais elle frappait plus fort que tout ce qui se passait dans la pièce. Il n'arrêtait pas de feuilleter les pages les lettres que ma mère avait écrites avant de mourir. Ceux que j'avais trouvés cachés il y a des années mais que je ne lui avais jamais montrés. Dans l'une d'entre elles, elle exprimait son inquiétude quant à son amitié avec Cambria et à la rapidité avec laquelle elle était devenue trop personnelle. Elle a dit qu'elle savait qu'il ne l'admettrait jamais de son vivant, mais qu'elle pouvait sentir quelque chose changer. Qu'elle avait peur pour moi. Et voilà, son écriture, ses mots, ses avertissements. Mon père a fermé le dossier. Pendant longtemps, il n'a rien dit. Cambria, sentant dans son silence une opportunité, réessaya. Elle t'empoisonne, Léon, dit-elle en me faisant signe. Elle s'accroche à ces versions tordues du passé depuis des années. Tu penses que c'est une coïncidence si elle est revenue maintenant, de tous les temps, pour ton anniversaire? Et soudain, elle a un dossier plein de mensonges? Elle te manipule. Elle ne sait pas gifler. Cambria, dit catégoriquement Marne. Les yeux de Cambria se plissèrent. Tu es juste de son côté parce que tu as toujours été jaloux. Tu penses que je n'ai pas remarqué à quel point tu avais froid ces derniers temps? Le changement a été soudain. Je l'avais déjà vu, le passage de la défensive à l'offensive. Elle essayait de faire douter Marne d'elle-même, de la ramener au bercail. Cela fonctionnait depuis des années. J'ai regardé la mâchoire de Marne se serrer. Cette nuit-là, a déclaré Marne, c'était la première fois que je voyais qui tu es vraiment. La façon dont tu la regardais, les choses que tu disais. Tu l'as giflée en public et ensuite tu as agi comme si elle le méritait. Et elle se tourna vers papa, tu es resté assis là comme si c'était normal. Mon père n'avait toujours pas parlé. Il regardait dans le vide, la mâchoire serrée, la respiration lente. Finalement, il se leva. Il ne nous a regardés ni l'un ni l'autre. Il regarda Cambria. Sa voix, quand elle se fit entendre, était douce mais d'un calme mortel. Tu m'as dit que Nora exagérait, qu'elle était difficile, qu'elle essayait de me punir pour avoir tourné la page. Cambria n'a rien dit. Elle est partie à cause de toi, dit-il. C'est à ce moment-là qu'elle a craqué. Non, siffla-t-elle. Elle est partie parce qu'elle ne supportait plus de ne plus être le centre de ton monde. Elle m'a toujours détesté depuis le premier jour. Tu penses que je ne l'ai pas ressenti? Elle avait 16 ans. La bouche de Cambria se tordit. Elle le regardait comme si c'était lui qui l'avait trahi. J'ai tout donné à cette famille, a-t-elle déclaré. Tu crois que j'ai supporté l'attitude de ta fille, tes silences sans âme et tes bouderies dépressives pour m'amuser. J'ai porté cette maison pendant que tu t'enfonçais dans la culpabilité pendant des années, et maintenant tu vas le croire à ma place. Il n'a pas répondu. Elle a attendu. Toujours rien. Puis elle ramassa son sac à main. C'est pathétique, dit-elle. J'ai fini ici. Elle sortit par la porte d'entrée en la claquant derrière elle. L'écho vibrait à travers les murs. Le silence qu'elle laissait derrière elle était différent, creux. Mon père s'est rassis. Marne et moi sommes restés immobiles. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas tendu dans cette maison. Je n'avais pas l'impression de devoir défendre ma version des choses. Tout avait été dit, tout ce qui comptait. Mais la vérité était que le plus dur n'avait même pas commencé et je n'étais pas sûr que nous soyons prêts à l'affronter. Après que la porte d'entrée ait claqué, le silence qui a suivi n'était ni réconfortant ni paisible. C'était le genre qui bourdonnait dans vos oreilles. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine, le doux tic-tac de la vieille horloge murale au-dessus de l'entrée et la course lointaine des voitures venant de l'extérieur. Et derrière tout ça, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Pas par peur, mais plutôt par épuisement, d'ordre émotionnel. Mon père était assis sur le bord du canapé, les mains croisées entre les genoux. Il avait l'air plus petit que d'habitude, plus âgé, comme si les années l'avaient soudainement rattrapé en l'espace de 10 minutes. Je ne savais pas qu'elle t'avait envoyé ça par texto, dit-il à Marne, la voix calme. Dit-elle, elle a dit pire. Je n'ai pas tout gardé, répond Marne. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas confiance en moi. Il s'est alors tourné vers moi. Ses yeux étaient rouges, mais il n'y avait pas de larmes, juste de la lassitude ou le genre de lassitude que ressentent les gens lorsqu'ils ont ignoré quelque chose pendant trop longtemps. Tu as gardé tout ça pour toi pendant combien de temps? J'ai haussé les épaules. J'ai arrêté de compter. Il expira, comme quelqu'un qui venait de réaliser que ce sur quoi il avait construit sa vie était un mensonge.
Ils l'ont volontiers avalé. Il aurait été facile d'intervenir et de dire « je vous l'avais bien dit », de pousser, de décharger. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je ne le sentais pas, mais parce que je voyais qu'il commençait enfin à tout voir lui-même. Le silence n'a jamais consisté simplement à ignorer. C'était de la complicité, et il le savait. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le séjour de Marne. Elle n'était pas obligée. Ce n'était pas vraiment son combat. Elle aurait pu partir juste après Cambria et retourner dans le monde soigneusement organisé qu'elle avait passé des années à construire sous l'ombre de Cambria. Mais elle s'est assise sur l'autre fauteuil en face de papa, enroulant ses jambes sous elle comme si c'était quelque chose qu'elle faisait là quand elle était enfant. Je me suis assis en face d'eux et j'ai juste regardé pendant un moment. 3 personnes qui, pendant la majeure partie de leur vie, ont fait semblant d'être de la famille parce que c'était ce à quoi on s'attendait, enfin assises dans une pièce sans faire semblant. Je ne sais pas comment défaire tout ça, dit-il au bout d'un moment en regardant ses mains. Ce n'est pas le cas, dis-je. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il hocha lentement la tête mais ne leva pas les yeux. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là. Marne et moi sommes partis ensemble, et papa ne nous a pas demandé de rester. Je pense qu'il avait besoin de ce temps seul. La maison semblait lourde d'années d'évitement. Nous laisser partir ce soir-là aurait pu être le premier choix qu'il avait fait sans l'influence de Cambria depuis longtemps. Marne et moi sommes retournés à sa voiture dans un silence, celui qui n'était plus inconfortable. J'ai toujours pensé que tu étais la plus forte, dit-elle en déverrouillant sa porte. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu es parti. Tu es sorti. Je pensais que tu étais en colère et égoïste, mais tu étais juste en train de te sauver. Je ne savais pas quoi répondre à cela. J'avais porté l'étiquette de personne difficile pendant si longtemps que je ne savais pas quoi faire de quelqu'un qui me traitait de fort, surtout d'elle. Cette nuit-là, j'ai séjourné dans une chambre d'amis dans l'appartement de Marne. Elle vivait dans un endroit modeste du quartier de Buquement, rien d'extraordinaire, mais confortable et plus personnel que ce à quoi je m'attendais. Ses murs étaient couverts de petites citations encadrées et de vieilles cartes postales. Son canapé avait une couverture en tricot qui me rappelait celle que maman crochetait. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 2 heures du matin à parler de notre enfance, de la façon dont cela avait été différent pour nous deux, même sous le même toit, de la façon dont Cambria nous avait monté l'un contre l'autre sans qu'aucun de nous ne le voie clairement. Elle m'a toujours donné l'impression que j'étais la raison pour laquelle les choses ne fonctionnaient pas, a avoué Marne, allongée sur le côté, regardant le plafond. J'ai hoché la tête. Elle nous a fait ça à tous, surtout à papa. Pensez-vous qu'il ne l'a vraiment pas vu? J'y ai pensé. Je pense qu'il a choisi de ne pas le faire, parce que le voir signifiait admettre ce qu'il avait fait à toi, à moi, à maman. Marne ne répondit pas, mais sa main se dirigea vers la mienne sur le canapé et elle la serra doucement. Pour la première fois de notre vie, nous n'étions pas rivaux. Nous étions des survivants de la même guerre. Les jours qui suivirent furent plus calmes mais plus compliqués. Je ne suis pas retourné à Seattle tout de suite. Je suis resté à Portland pendant un certain temps, travaillant à distance depuis chez Marne et prenant des nouvelles de papa tous les 2 jours. Il était toujours seul maintenant. Cambria avait emménagé temporairement chez un ami à Léquago ou du moins c'est ce que nous avons entendu. Il n'a jamais dit grand-chose lors de ma visite, mais il nettoyait toujours quelque chose, réorganisait les étagères, récurait les comptoirs qui n'en avaient pas besoin, fouillait les vieilles boîtes dans le garage. Je pense qu'il essayait de comprendre ce qui, dans cette maison, était réellement le sien et ce qui avait été la sienne depuis le début. Marne s'y rendait aussi, parfois ensemble, parfois seul. Nous n'avons plus jamais parlé tous les 3 de ce qui s'est passé au restaurant. C'était comme si y revenir briserait la trêve fragile dans laquelle nous vivons actuellement. Un après-midi, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, un album photo devant lui, un des plus anciens, de l'époque où les photos étaient imprimées et glissées derrière des feuilles de plastique au lieu de vivre dans des téléphones. Il les feuilletait lentement, comme si chaque photo avait besoin de son propre moment. C'était à ta mère, dit-il sans lever les yeux. Elle a fait cet album l'été où nous vous avons emmené à Cannon Beach. Je me suis souvenu de ce voyage. J'avais peut-être 9 ans. J'avais passé toute la semaine à ramasser des coquillages brisés et à construire des châteaux déséquilibrés. Maman avait porté ce vilain chapeau de paille qu'elle aimait, et papa avait effectivement souri. Je m'en suis souvenu parce que c'était rare. Elle a écrit de petites notes sous certains d'entre eux. Dit-il en feuilletant une autre page, et elle avait de jolies petites lettres cursives sous chaque photo. Le premier bassin de marée de Nora, le meilleur fromage grillé de l'Oregon,
le terrible coup de soleil de Léon. Il s'arrêta sur une note qui disait « Tant de rire aujourd'hui, j'espère que ça restera ». Aucun de nous n'a rien dit, mais je savais à quoi il pensait. Les rires n'étaient pas restés. Ils s'étaient évaporés, tranquillement perdus dans tout le silence qui avait suivi. « Je pense que j'ai oublié qui j'étais après sa mort », a-t-il déclaré. J'avais peur, j'étais seul et Cambria, elle a rempli l'espace si vite que je n'ai pas posé de questions. Je sais, dis-je. Mais ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas le cas, acquiesça-t-il lentement. Je suis désolé. Même si ces mots n'ont pas tout réglé, ils ont été un début. Nous n'avions toujours pas eu de nouvelles directes de Cambria. Elle n'avait pas appelé, envoyé de mail ou ne s'était pas présentée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Elle n'était pas du genre à revenir à moins d'avoir un plan, et une partie de moi craignait qu'elle soit en train d'élaborer sa version de l'histoire pour que quelqu'un d'autre l'entende. Mais quelque chose me disait que nous n'en avions pas fini avec elle ou pas encore. Une semaine après la confrontation, les choses ont commencé à s'arranger. C'était comme si la poussière avait commencé à se dissiper, mais au lieu de révéler des ruines, elle montrait la structure tordue dans laquelle nous vivions tous depuis des années. Mon père n'arrêtait pas de trier les papiers. La Marne a repris le travail, même si nous sommes restés en contact quotidiennement. J'ai déplacé mon vol plusieurs fois, sentant que quelque chose n'était pas tout à fait terminé. Et puis est arrivée la lettre de l'avocat. Cambria n'avait pas fini après tout. Elle avait demandé la séparation de Corée, du même coup, exigé une pension alimentaire pour le conjoint et la pleine propriété de la même maison que ma mère avait choisie autrefois, la même que celle pour laquelle ma mère avait payé la majeure partie de la compte avec un héritage de son père. Apparemment, Cambria pensait que ses 15 années de travail émotionnel lui donnaient droit à tout. Elle a également demandé à la maison quelques objets qu'elle prétendait lui appartenir, notamment, bizarrement, une collection de tasses à thé anciennes ayant appartenu à la grand-mère de ma mère. Elle a dit que ma mère les lui avait données avant de mourir, ce qui était un mensonge si absurde que j'ai ri en le lisant. Elle essaie de t'embêter à travers des formalités juridiques, ai-je dit lorsque mon père m'a appelé. Il n'a pas ri. Il ressemblait à un homme sortant d'une anesthésie ou douloureusement conscient maintenant mais ne sachant pas depuis combien de temps il était resté inconscient. Nous avons rencontré une avocate, recommandée par un ami de Marne, une femme pointue et pragmatique nommée Samira, spécialisée dans les divorces très conflictuels. Au moment où nous avons tout présenté, les textes, les photos, et même la lettre de ma mère, Samira a haussé un sourcil et a dit « Cela ne va pas se passer comme elle le pense ». Et ce n'est pas le cas. Il s'avère que Cambria n'a jamais été légalement ajoutée à l'acte de propriété de la maison. Elle avait supposé qu'elle avait droit à la moitié en raison de leur long mariage, mais la maison avait été achetée avant leur mariage et mon père n'avait jamais pris les mesures nécessaires pour lui en transférer légalement une partie. Il lui appartenait à 100% et, par extension, faisait potentiellement partie de la succession de ma mère. Et tu te souviens de ces tasses à thé? Ouais, ma mère avait détaillé beaucoup de ces objets de valeur avant son décès. J'avais trouvé le document en aidant mon père à nettoyer le sous-sol. Il était explicitement indiqué que les tasses de thé devaient être transmises à Nora lorsqu'elle aurait 30 ans. J'avais 34 ans. Nous ne l'avons pas dit à Cambria immédiatement. Nous avons attendu le jour de la médiation pour qu'elle se présente dans un costume beige rigide, plein de dignité et de suffisance. Son avocat, un jeune homme qui avait l'air de préférer être ailleurs, feuilletait ses notes pendant que Samira lâchait une bombe après l'autre, propriété, document de succession, SMS, le message complet de Reddit joint à une note du thérapeute familial que nous avions consulté, déclarant que l'incident avait causé une détresse émotionnelle importante pour moi et rouvert un traumatisme non résolu lié à la mort de ma mère. J'ai regardé le visage de Cambria tomber au ralenti. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essaya de parler, mais son avocat lui posa la main sur le bras. Puis Samira sourit. « Nous sommes prêts à partir tranquillement », a-t-elle déclaré. Pas de bruit public. Mais nous voulions qu'il soit enregistré qu'elle ne reçoive rien de la maison, aucun des éléments énumérés dans le testament et aucune pension alimentaire pour le conjoint. Si elle refuse, nous sommes prêts à déposer une demande reconventionnelle pour détresse émotionnelle, ingérence injustifiée dans les actifs de la succession et infliction intentionnelle de détresse. Et, bien sûr, nous partagerons ces textes avec notre famille et nos connaissances communes. Votre appel. Cambria resta assise en silence pendant un moment. Ses mains se serrèrent en poing sur ses genoux. Elle a regardé mon père, qui ne voulait même pas croiser son regard. Puis elle hocha la tête, les yeux brûlants. C'était chose faite. Les mois suivants furent, à leur manière étrange, une guérison.
Mon père a commencé volontairement à suivre une thérapie. Il m'appelait une fois par semaine juste pour parler. Parfois, il partageait un souvenir de maman, quelque chose qu'il n'avait pas osé dire depuis des années. Marne et moi sommes devenus proches d'une manière que nous n'avions jamais eue étant enfants. Nous avons visité la côte ensemble, parcouru de vieilles boîtes à photos et ri des choses étranges que faisaient nos parents. Nous avons sorti les tasses de thé du stockage et les avons utilisées autrefois en porcelaine délicate, fragile et belle. Les initiales de ma mère étaient gravées au bas de chacun. Cambria? Elle a disparu. Nous avons entendu dire qu'elle avait déménagé dans un petit condo à Tigard. Elle a essayé de contacter certains membres de sa famille pour expliquer son point de vue, mais trop de gens avaient alors compris la vérité. Le silence qui l'a suivi n'était plus protecteur, c'était de l'isolement. Et la maison? Mon père a pris une décision finale. Il m'en a signé plus de 50%. C'est ce que ta mère aurait voulu, dit-il. C'est ce que j'aurais dû faire il y a des années. Nous n'avons pas organisé de fête. Nous n'avons rien allumé. Nous n'avons ni crié, ni pleuré, ni publié son nom en ligne. Nous avons simplement démantelé en silence le faux récit qu'elle avait passé des années à construire. Et c'était suffisant. Parfois, la vengeance n'a pas besoin d'être dramatique ou cruelle. Parfois, c'est aussi simple que de dire la vérité et de la voir résister sous le poids des mensonges. Parfois, la meilleure vengeance est de vivre dans la maison qu'elle a essayé de voler, avec votre nom sur l'acte de propriété, votre sœur dans la chambre d'amis et les tasses de thé de votre mère dans vos mains, sachant qu'elle ne pourra plus jamais rien vous en ravir.